C'était il y a 3 mois maintenant, à l'époque où je vivais avec mon frère, dans une maison située dans un quartier rural de l'Ohio. Mon frère, qui est d'ailleurs la cause principale de la venue de ce tueur, depuis plusieurs mois, était impliqué dans une affaire de trafic et de visionnage de vidéos pédopornographiques. Il venait d'être libéré pour faute de preuves. Quand il est rentré à la maison, il semblait perplexe, et, après m'avoir affirmé qu'il n'y était pour rien, il a décidé d'aller prendre une douche. Après plusieurs longues minutes, j'entendis un bruit sourd, suivi d'un long cri venant de la salle de bain. Puis, plus rien. Même si ce qui venait de se passer était encore flou pour moi, au fond de mon esprit, je savais que mon frère s'était fait attaquer, et que j'étais très certainement en danger. Et avec une montée d'adrénaline, je me levai du canapé, les mains tremblantes, et me dirigeai vers la cuisine, où j'ai pris le plus grand de mes couteaux de cuisine, ainsi qu'une bombe d'insecticide qui était dans le placard au-dessus de l'évier. J'entendis des pas descendant l'escalier. Je courus alors aussi vite que je pouvais vers ma chambre, qui, fort heureusement, était située au rez-de-chaussée. J'y entrai, verrouillai la porte, et allai me cacher sous mon bureau, avec ma chaise devant moi. Je retins ma respiration. Après plusieurs minutes qui me semblaient être une éternité, j'entendis des bruits de tapement derrière ma porte, et, curieusement, il n'a fallu que quelques secondes pour que la personne étant derrière défonce la porte comme du carton-pâte. Il entra. Je retins ma respiration aussi fort que je ne le puisse. Et enfin, je l'ai vu. Je l'ai tout de suite reconnu. J'avais un peu entendu parler par un ami travaillant au FBI. Il m'en avait fait une brève description. C'était le Grabber. Il fit le tour de ma chambre plusieurs fois, et, miraculeusement, il ne m'a pas remarqué. Il finit par sortir. J'entendis ses pas s'éloigner vers la porte d'entrée qu'il fit claquer. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, à attendre, en serrant le couteau dans mes 2 mains. Après un temps indéfini, j'appelai la police qui arriva quelques minutes après mon appel, pour constater que ce monstre était entré par une fenêtre qui était restée entr'ouverte. Ils m'ont aussi annoncé que Mike, mon frère, avait été retrouvé dans la salle de bain, la gorge tranchée et poignardé à plusieurs endroits du corps. Étonnamment, je n'ai pas ressenti de tristesse pour mon frère, car je savais que si le grammeur l'avait tué, c'est qu'il était bel et bien coupable des faits qui lui étaient reprochés. 3 mois se sont écoulés depuis cet événement. J'ai d'ailleurs déménagé en Floride, loin de ces événements, loin du graveur, même si je sais qu'il finira par me trouver, car j'ai vu des choses ce soir-là que je n'aurais jamais vu voir. Ce soir-là, j'ai eu le temps de le photographier. Voici la seule preuve que j'ai de son existence. Le témoignage que je viens de vous lire a été rédigé par un témoin que nous avons interrogé 2 jours après le meurtre de son frère par le grabeur. Néanmoins, qui est le grabeur? Quelles sont ses motivations? Pourquoi agit-il de la sorte? Quelles sont ses origines? Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à un maximum de vos questions. Je suis l'agent Peterson et je travaille au FBI. Pendant des années, j'ai enquêté sur ce tueur. Et aujourd'hui, cette affaire est résolue et déclassifiée. Je suis donc en mesure de vous conter l'intégralité de l'histoire de ce tueur. Commençons. Pour commencer, la véritable identité du grabber est Skullowner Ryder. Il est né en 1989 à Long Island, aux États-Unis. Il était l'aîné d'une famille de 2 enfants, qui incluait lui et sa petite sœur Jenna Ryder, âgée de 5 ans de moins que lui. Ses premières années ont été heureuses, l'expérience classique de l'enfance américaine. Néanmoins, quand il eut 6 ans, et donc par conséquent que sa sœur en avait un, ses 2 parents ont été renversés par un chauffeur alcoolisé alors qu'ils traversaient un passage piéton. Ils sont décédés sur le coup. Ryder et sa sœur ont donc été placés dans différentes familles d'accueil, dont une où apparemment Ryder aurait été battu. Du moins, c'est ce que j'ai entendu. Sa petite sœur, elle, va rester plutôt floue durant une grande partie de l'histoire. Tout simplement parce qu'elle a beau être la clé de cette histoire, elle n'a pas tant été impliquée en tout cas dans cette affaire. Et vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi je dis ça. Bref, continuons. Donc je le disais, Skullowner Ryder a été placé dans différentes familles d'accueil et toujours séparé de sa sœur. Il a pu la côtoyer que très très peu. Néanmoins, quand il eut 12 ans, il a été retiré de sa dernière famille d'accueil pour être placé chez ses grands-parents, qui avaient donc été jugés aptes à s'occuper de ses enfants, donc de lui et de sa petite sœur. À partir de ce moment-là, Skull et sa sœur
ont créé un lien fusionnel, car tout simplement, ils pouvaient se soutenir entre eux vu qu'ils avaient tous les deux perdu leurs parents et qu'ils étaient tous les deux en quelque sorte détruits. Quand Ryder eut 13 ans, il voulut partir dans l'armée américaine. Il s'est donc lancé et est devenu Marines. Néanmoins en formation, car en dessous de 18 ans, nous ne pouvons pas faire de guerre ou d'autres choses comme ça. Il est juste parti dans une école militaire soutenue par l'armée américaine. Il y restera jusqu'à ses 16 ans. Et il n'en a jamais parlé plus que ça. Je pense qu'il n'a tout simplement pas envie. Quand il est revenu, il avait donc 16 ans. Et à 16 ans, il n'avait pas envie de retourner dans une famille d'accueil, mais pas vraiment chez ses grands-parents non plus. Sa sœur, âgée de 11 ans, était elle toujours du coup chez les grands-parents. Il a alors demandé à un juge de se faire émanciper de droits parentaux et devenir tuteur légal de sa sœur. Car oui, aux États-Unis, nous pouvons se faire émanciper à partir de 16 ans, néanmoins si un juge nous trouve apte à cette action. Vu le cas de Ryder, et étant donné qu'il revenait de l'armée, cela a été accepté. Et avec les assurances vie de ses parents, il a pu s'acheter une petite maison dans un petit coin tranquille de l'Ohio aux États-Unis. Lui et sa sœur avaient toujours le même lien. Lui a donc terminé son école, a passé son bac, et s'est ensuite inscrit pour passer le concours du FBI. Sa sœur, elle, était donc au lycée à ce moment-là. Elle avait 15 ans et lui en avait 20. Elle s'était très bien intégrée. Elle s'était faite un groupe de copines et avait même un petit ami, Dale McFinley. Elle n'avait jamais voulu le présenter à Ryder car elle voulait attendre que ce soit plus sérieux. Ryder le comprenait complètement. Et après tout, c'était ses choix. Il n'était pas là pour faire le policier ou autre chose dans ce genre. Un soir, Jenna dit à Ryder qu'elle voulait sortir pour aller voir du coup son petit ami. Donc Skull lui a dit que oui, comme je l'ai dit, il n'imposait pas vraiment de règles à sa sœur, et lui est resté tranquille chez lui à regarder des films, comme n'importe quel jeune homme de 20 ans. Ce qui l'a étonné dans un premier temps, c'est que sa sœur est rentrée très tôt, alors qu'habituellement, quand sa sœur sortait, elle rentrait très tard, et dans certains cas, elle ne rentrait même pas du tout. Donc là, la voir rentrer si tôt, ça l'a un peu surpris, mais pas vraiment. Ce qui l'a plus surpris, c'est qu'elle était en larmes. Vraiment. Elle pleurait de manière incontrôlée. Skull lui a alors demandé ce qu'il n'allait pas, et elle n'a pas voulu lui répondre tout de suite. Après avoir quelque peu insisté, elle lui a simplement répondu que c'était à cause de son petit ami, Dale. Il a alors pensé à une rupture amoureuse, ce qui aurait été logique en soi vu l'âge de sa sœur et sa réaction. Il s'est donc alors dit que lors d'une rupture amoureuse, il faut mieux laisser la personne seule, car il a déjà été face à ce genre de choses, qui est logique, et du coup, il a de l'expérience aussi dans le domaine. Donc il s'est dit, je vais la laisser tranquille et je reviendrai la voir que demain, pour si jamais elle a envie de me parler ou quelque chose comme ça. Il a fini son dernier film et elle est allée se coucher. Sa sœur, elle, était déjà montée dans sa chambre. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, sa sœur ne l'était toujours pas, alors que normalement elle devait aller au lycée. Il a regardé alors son emploi du temps pour voir si elle n'avait pas de professeur absent ou de cours décalés. Non. Alors il alla la réveiller, il toqua à sa porte, il n'eut aucune réponse. Il remarqua que la porte n'était pas non plus verrouillée, ce qui était très étrange parce que sa sœur avait vraiment un attachement particulier à son intimité et dès qu'elle rentrait dans sa chambre, elle verrouillait la porte. Bref, petit détail qui a quand même son importance. Il a alors ouvert la porte et s'est retrouvé avec une vision d'horreur. Sa sœur s'était tiré une balle dans la tête avec son propre flingue. Elle venait donc de se suicider. Skull s'effondra au sol, complètement dévasté et dans l'incompréhension totale. Il ne savait plus quoi penser, il était juste dévasté. Il vit un petit papier dans la main de sa sœur. Il s'est demandé alors ce que c'était et il l'a pris. C'était une boulette de papier chiffonnée. Il la déplia, c'était une lettre d'adieu. Et dans cette lettre, elle expliquait en détail, que je vais vous épargner, comment son petit ami et ses deux frères l'avaient violée à plusieurs reprises, de manière extrêmement violente et horrible. En lisant ça, Ryder s'en voulait terriblement, s'en voulait de ne pas avoir pu protéger sa sœur. Il est donc tombé dans une grave dépression, qui arrive donc en conséquence directe de cet événement. Et il attendait à plusieurs fois de se suicider, sans succès. Un soir, il a voulu définitivement en finir. Il a pris sa voiture, a consommé une quantité astronomique d'alcool,
et a roulé jusqu'en haut d'une falaise et s'est laissé tomber. À son grand étonnement, il était encore en vie, et bien décidé à une seule chose, se venger du petit ami de sa sœur qui lui avait enlevé la vie. Il rentra donc chez lui et alla lui-même à l'hôpital, ce qui était extrêmement curieux pour une chute de ce type. Il se fit soigner et à partir de ce moment-là, se cloîtra chez lui, ne sortant plus, et commença à élaborer sa vengeance contre cet homme. Il créa ce personnage, nommé donc le Grabber. Donc le masque du Grabber a une importance, et je vous expliquerai plus tard à quoi il correspond, car le design n'est pas anodin. Et un soir, où tout était prêt, il se renda chez son petit ami, et du coup ses deux autres frères, et les massacra d'une manière extrêmement horrible qui, sans le savoir, allait devenir son mode opératoire. Néanmoins, quand il eut fini son travail, il n'était pas convaincu. Peut-être qu'il aurait aimé mourir avec eux dans ce combat, mais son envie allait au-delà de ça. Il voulait tuer tous les criminels sexuels qu'il allait croiser sur sa route, pour essayer de rétablir une justice dans ce monde. Il créa alors le Grabber définitivement et commença à se lancer dans son activité de tueur. Néanmoins, il passa le concours du FBI. Et il le réussit. Voilà. Et donc, il rentra au FBI et devint profiler. Il est monté assez vite en grade dû à son intelligence extrêmement développée, sa masse assez musculeuse, sa force, sa bienveillance, du moins celle qu'il montrait au grand public. Il est monté très vite en grade et est devenu chef de brigade et profiler en chef. Ce qui est énorme. Vraiment, c'est extrêmement rare qu'autant de choses arrivent en même pas 2 ans. Quand je suis arrivé, c'était durant une scène de crime. Je venais d'être recruté et j'étais encore que stagiaire. On était sur une scène de crime et je ne sais pas si vous en doutez, mais c'était un meurtre du Grabber. À un moment donné, j'ai entendu une musique lointaine venir d'une rue de la campagne. C'était une musique de rock. When the Rain Begins to Fall de Jermaine Jackson. Je me suis alors demandé ce que c'était. Et une voiture de collection américaine du type Austin est venue se garer de manière très erratique au beau milieu de la scène de crime, du moins au parking à côté. Je me suis donc alors avancé vers lui et lui ai dit que c'était pas accessible car c'était une scène de crime, mais il a insisté. Étant un peu énervé, je lui ai demandé directement pour quel journal il travaillait car il avait parfaitement le profil. Il m'a alors montré sa carte, se présentant comme l'agent Skull Rider, chef de brigade. Je me suis senti confus et me suis excusé à maintes reprises. Mais étonnamment, il avait l'air d'en avoir rien à foutre. Il avait l'air plutôt cool, gentil, très très arrogant certes, mais pas quelqu'un de malveillant. Et vu que j'étais nouveau, j'ai fait pas mal d'erreurs sur cette scène de crime. Et il m'a vu faire, et tandis que les autres me rabaissaient, se foutaient de moi pour certains et pour d'autres me menaçaient de sanctions si je me ressaisissais pas, Ryder m'a fait une proposition. Il m'a pris sous son aile. Et il m'a juré de lui révéler tous ses secrets pour que je puisse monter aussi rapidement que lui. Il m'a alors montré énormément de choses, m'a appris toutes ses techniques, et c'est à ce moment-là que j'ai voulu devenir profiler comme lui, et non plus un simple agent. Ryder était très mystérieux sur sa vie privée, il n'était pas dépressif ni triste, il rigolait souvent, il faisait des blagues parfois de mauvais goût, mais qui restaient quand même dans l'esprit de bon enfant. Bref, quelqu'un qui avait l'air un peu arrogant, un peu bizarre, mais très très gentil. Et je ne pourrai jamais autant le remercier donc pour ce qu'il m'a appris, malgré tout ce qu'il a fait. Un jour, alors qu'on prenait le café, car notre amitié s'était vraiment soudée, il me parla quelque peu de sa vie passée. Il me parla donc d'une sœur qu'il avait perdue suite à un accident, mais il ne m'a pas précisé dans quelles circonstances cet accident s'est produit. Ryder était presque parfait en termes d'amis, vraiment. C'était vraiment quelqu'un de bien. Et un jour, il a entamé une relation avec une autre agente de la brigade qui était mon ancienne supérieure, qui maintenant est décédée. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Il a entamé une relation avec elle et on commençait à sortir ensemble.
et leurs actes sexuels étaient non protégés. Vous allez comprendre pourquoi ça a une importance dans la suite de l'histoire. Bref, nous allons laisser de côté cette partie-là, qui est donc l'histoire de Skull Rider, de côté pour le moment, pour parler un petit peu donc de son mode opératoire et également du design de son personnage, donc le grabbeur. Pour commencer, le masque. Ce masque ayant un design très simple, mais très étrange, au design particulièrement atypique, et qui, au final, a un sens extrêmement complexe et difficilement compréhensible pour quelqu'un ne sachant pas exactement les motivations de Ryder. Pour commencer, en regardant le masque, nous voyons en premier deux choses. Il a deux faces blanches et deux faces noires. Et en fait, ce design représente tout simplement la personnalité du grabbeur. La face blanche est celle qu'il veut montrer au grand public, c'est-à-dire Skull Rider, cet agent du FBI gentil, quelque peu arrogant, mais c'est tout. Néanmoins, nous ne pouvons pas chasser le naturel et ça finit toujours par revenir. C'est pour ça que quand on regarde le sourire qui est dessiné sur une des faces blanches, il semble comme cousu, mais certains films commencent à s'en aller, comme si Ryder voulait montrer tout le temps une fausse personnalité, ce qui est donc représenté par cette face blanche et ce sourire cousu. Quant à la face noire, avec ses dents pointues et ce sourire presque surnaturel, et sa véritable personnalité, sans pitié, détruit, soif de vengeance, un tueur. Ce masque a été designé par Ryder lui-même pendant qu'il prévoyait sa première vengeance, donc contre le petit ami de sa sœur et ses deux frères. Il n'a créé ce masque pas vraiment... il l'a créé vraiment parce que ce design-là était important pour lui, mais voilà. Quant à son mode opératoire, Ryder va traquer une victime pendant plusieurs semaines avant de s'introduire chez lui un soir où il est tout seul et lui trancher la gorge. Voilà, tout simplement. Mais ces victimes, comme je l'ai dit, ne sont que des criminels sexuels. Jamais, mais jamais, jamais, le grabbeur n'a tué un innocent. Peu importe ce qu'il ait pu voir, peu importe ce qu'il ait pu entendre, s'il n'a pas été coupable d'un quelconque acte sexuel non consenti ou autre crime sexuel, il ne tuera pas. C'est comme si il lui restait une infime partie d'humanité dans son corps détruit. Voilà pour son mode opératoire, et vous commencez un petit peu à y voir plus clair. Revenons sur son histoire. Il a donc entamé une relation avec la brigadière en question, et nous sommes un peu éloignés tout simplement parce que moi je commençais à monter en grade, lui aussi, et il a dû changer de brigade pendant une durée d'un mois. Il est parti aider une autre brigade au Texas pour enquêter sur quelque chose d'autre. Et pendant ce temps-là, j'ai creusé vraiment sur le grappeur. J'ai commencé à m'y intéresser parce que durant une intervention, donc Ryder était supposé être parti, nous avons été appelés dans un immeuble donc, comme quoi il y aurait eu des coups de feu ainsi que des bruits de bagarre. Donc nous avons été appelés. Quand nous sommes arrivés en bas de l'immeuble, nous avons vu quelqu'un être balancé littéralement par la fenêtre et tomber du 21e étage. Quand nous avons constaté l'état du corps, on était sûr et certain que c'était le grabbeur. On s'est donc empressé de monter, et quand on est arrivé en haut, nous avons surpris le grabbeur en train de soigner une femme et un enfant. L'homme qui avait été lancé par la fenêtre était en fait un mari violent, abusif envers sa famille. Nous avons donc pourchassé le grabbeur pendant une durée très longue dans la plupart de l'immeuble, jusqu'à ce que nous arrêtions au 3e étage, où lui s'est retourné vers moi, et j'ai pas hésité, je lui ai tiré une balle dans le flanc gauche. Et cela l'a fait basculer par-dessus la rambarde de l'escalier, et il est tombé du 3e étage, s'écrasant par terre. Et ce qui m'a profondément retourné, c'est qu'il s'est relevé. Il était certes très mal en point, on voyait à sa démarche, mais il s'est relevé. Et le temps que nous on arrive à descendre l'escalier, il était parti, et impossible de le retrouver. Mais alors vous allez me dire, quel type d'être humain peut survivre à ce genre de chute? Et là il y a une douille. Tout simplement parce que un rider est considéré, comme il l'a déjà dit lors d'un interrogatoire, comme étant déjà mort.
Donc, il se sert de la haine qu'il a à l'intérieur de lui pour s'insensibiliser au maximum, et cela lui donne une résistance extrême. Allié à ça, le fait qu'il arrive tout de même, vu qu'il n'arrive pas à faire son deuil, à interagir avec sa sœur comme moi je pourrais interagir avec vous, sauf que par conséquent c'est une hallucination et il n'y a que lui qui peut la voir. Et c'est en quelque sorte également ce qui le pousse à le massacrer. C'est rare, après une discussion avec un psychiatre, les deux cas sont possibles, donc de la résistance liée à la haine et également de l'apparition du défunt. Il y en a un qui est plus rare que d'autres, mais ça peut arriver dans certains cas. Donc c'est en quelque sorte normal. Mais néanmoins, c'est pas éternel et il y a bien un moment où ça finira par s'en aller. Un jour, Joe McDaler, donc un autre agent du FBI, étant le meilleur ami de Ryder, qui traquait le grabeur. Pourquoi? Parce que son frère avait été tué par le graveur. Sauf que lui ne savait pas que son frère avait commis quelconque crime sexuel. Et il pensait sincèrement que le graveur s'était trompé dans ce qu'il avait fait. Ou alors qu'il avait tué son frère pour une autre raison. Donc il traquait le graveur avec énormément d'enthousiasme à l'idée de pouvoir le tuer et d'en finir avec lui. Un jour, il réussit à déceler le repère. On y alla alors à deux. Et on y alla alors à deux avec une brigade de renfort qui est arrivé beaucoup plus tard que nous, malheureusement, à cause de problèmes de circulation. Son repère était en pleine forêt, par conséquent, pour l'aspect caché, et était mis dans ce qui ressemblait à un vieil entrepôt désaffecté, complètement insalubre, qui aurait été réaménagé avec énormément d'appareils en cours de construction qui semblaient clairement ressembler à des appareils de torture, ainsi que ses masques et son costume. Quand nous sommes arrivés, nous l'avons vu. Il était masqué. Et il avait sur lui un modificateur de voix. Donc nous ne pouvons pas entendre exactement de qui il s'agissait. Les deux portes se sont fermées. Et par conséquent, nous ne pouvions plus sortir. Il est arrivé et il nous a dit que dans 20 secondes, notre vie allait prendre fin. Et il nous a demandé de choisir entre soit nous sauver car il y avait un moyen de nous échapper, soit l'arrêter. J'ai d'abord essayé de l'interpeller en lui ordonnant de se mettre à genoux, mais il a réussi à nous contourner et s'est enfui. Nous avons par la suite réussi à nous échapper. Bref, cette tentative était échouée. Et ce repère n'était pas le vrai. Il était très similaire, même une copie conforme du véritable repère du graveur, mais ce n'était pas celui-là. Et là, Joe a commencé vraiment à devenir en transe là-dessus. Il enquêtait jour et nuit, vraiment, il voulait le trouver. Il n'arrivait pas de se faire à l'idée que le graveur lui avait échappé. Et il a fini par trouver sur une archive. Une archive qui a un peu retourné le sang de tout le monde. Donc, Skull était encore au Texas. Et nous sommes tombés sur une archive d'une fille du nom de Jenna Ryder, la sœur de Ryder. On savait qu'il avait une sœur, mais il nous avait toujours dit qu'elle était morte dans un accident. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Nous avions vu qu'elle s'était suicidée des suites d'un viol et que, faute de preuves, les affaires avaient été classées sans suite. Et à l'époque, enfin du moins quelques jours plus tard, le présumé violeur de Jenna Ryder a été retrouvé morte de la même manière que le graveur aurait pu tuer. Mais à l'époque, le graveur n'existait pas encore. Et Ryder avait été soupçonné. Mais, encore une fois, faute de preuves, car il avait un alibi ce soir-là. Et là, tout le monde a compris. Le grabber était en réalité le profiler en chef Skull Ryder, qui était notre ami depuis tant d'années. Nous avons alors attendu qu'il rentre du Texas, et nous avons commencé à le mettre sur écoute pour comprendre ses motivations. Et un soir, alors qu'il rentrait chez lui, nous avons entendu un extrait de lui parlant avec sa sœur, enfin en tout cas sa présumée sœur qui est normalement décédée, où là il expliquait en détail ce qu'il avait fait à l'homme que nous avons retrouvé, lancé par la fenêtre. C'était certain, c'était lui. Nous avons tenté de l'interpeller dans sa maison, mais il n'y était pas. Alors, on a trouvé une carte dans la maison qui montrait l'emplacement exact de son vrai repère. Joe a voulu y aller tout seul, j'ai essayé de l'en empêcher, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Donc, il y est allé seul, j'ai essayé de le suivre, mais je l'ai perdu en route, et il s'y est rendu. Et
grâce aux caméras, enfin du moins aux fragments de boitement de caméra qu'on a pu retrouver dans les restes du repère du grabbeur, nous avons pu voir la scène exacte, du moins avant que le repère explose. Parce que oui, il a explosé, vous allez comprendre. Joe s'est rendu dans le repère du grabbeur, donc de Skull Rider. Et au moment où il s'est introduit, il s'est fait assommer par un piège qui était fixé à la porte. Quand il s'est réveillé, Ryder était en face de lui, non masqué, non vêtu donc du costume habituel du grabbeur, juste en le regardant. Là, c'était sûr, Ryder était bien le grabbeur. Joe, au début, ressentait une haine et a tenté de le tuer. Et Ryder lui a dit qu'il pouvait, que de toute façon sa vie était déjà terminée. Bref, on sentait vraiment à ce moment-là que Ryder ne ressentait aucune peur envers la mort. Et là, il l'a averti de quelque chose. Il lui a dit « Joe, ton frère n'est pas mort. Je l'ai maintenu prisonnier pendant les 6 mois où tu l'as cherché. » Il a ôté une couverture en soie et en dessous se trouvait son frère attaché à un fauteuil avec des perforateurs de chaque côté de sa gorge. Un piège qui, pour rappel, est inspiré de la saga Saw, une saga que Ryder appréciait particulièrement. Et c'est à ce moment-là qu'il a confronté Joe à la réalité. Il lui a montré des vidéos que son frère avait filmées prouvant les actes pédophiles et ignobles de son frère. Et il lui a montré également une cicatrice qu'il avait au niveau du cœur. Ryder, hein, pas son frère. Et il lui a dit que s'il voulait sauver son frère, il allait devoir tuer Ryder. En effet, le système d'arrêt du mécanisme avait été placé à l'intérieur du cœur de Ryder. Et à l'instant même où il allait s'arrêter de battre, le mécanisme allait s'arrêter. Donc, par conséquent, Joe allait devoir choisir entre son meilleur ami Ryder et son frère. Après un long moment de réflexion, au moment où Ryder s'est tourné, il lui tira une balle dans le dos. Il s'effondra, mais n'était néanmoins pas mort. Il était certes très affaibli par ce qui venait de se passer, mais n'était pas mort. S'ensuit quelques derniers mots, et pour au bout du compte que Joe lui dise « C'est vrai, mon frère n'en vaut pas la peine, mais toi non plus. » Ryder remit son masque pour l'aspect symbolique, et il se fit enfin tirer une balle dans la tête par son meilleur ami Joe. Mais néanmoins, Joe tua son frère également, brûlant le repère et le faisant exploser grâce aux nombreuses bombes artisanales qui étaient placées un peu partout à l'intérieur. Il sortit et nous l'avons tous couvert en concluant un accident. Néanmoins, la brigadière avec qui Ryder avait une relation, quelques jours plus tard, s'est rendu compte qu'elle était enceinte de Ryder, car comme je l'ai dit, leur relation était non protégée. 20 ans se sont écoulés après ces événements. Je sais, 20 ans, ça peut paraître beaucoup. Et cela nous amène donc à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, néanmoins, l'histoire s'est terminée il y a 2 ans. La fille, par conséquent, de Ryder, car la brigadière a choisi de garder le bébé et de quitter définitivement le FBI. La fille donc de Ryder, Jade, quand elle eut 19 ans, elle fut convoquée par le notaire de Skull Rider pour recevoir donc l'héritage de son père. J'ai pu côtoyer quelque peu cette fille pour lui parler un peu de son père, car elle me l'avait demandé. C'était une chouette gamine, il n'y avait pas de problème avec ça. Elle fut convoquée donc par le notaire et reçut l'héritage de son père. C'était une petite clé. Une petite clé avec un post-it marqué dessus « Now it's your turn ». Maintenant, c'est ton tour. Avec une adresse également sur le post-it. Cette adresse, c'était une des maisons que possédait Ryder, dans un état différent de celui où il vivait. Donc pas dans l'Ohio, mais dans le Nevada. Un soir, elle fit donc la route pour se rendre dans la maison. Elle trouva une porte qui était en parfait état comparé au reste de la maison qui était donc complètement abandonnée. Il n'y avait pas de verrou, donc elle put ouvrir la porte sans difficulté. Et dedans, elle trouva le costume de Ryder, les masques, les couteaux, les armes, bref, tout l'équipement de Ryder, également les photos de ses anciennes victimes. C'était vraiment le sanctuaire du grabbeur. Et devant, il y avait une porte, une autre porte qui, celle-ci, avait un verrou, avec le même post-it « Now it's your turn ». Elle ouvrit la porte et tomba sur un costume du grabbeur, fait spécialement pour elle. En bref, Ryder voulait qu'elle prenne la relève, après sa mort. Au début, elle ne voulut pas et elle
emmena ça avec elle, mais elle laissa ça de côté, au départ voulant le donner à la police. Mais elle ne l'a pas fait, et elle a fini par se dire que de toute façon c'était son destin, et qu'elle voulait respecter les dernières volontés de son père. Elle prit alors une victime en chasse, et le soir venu, elle alla dans sa maison pour faire ce qu'elle avait à faire. Malheureusement, elle n'était pas expérimentée et n'avait pas du tout les mêmes capacités que Ryder. Donc, elle s'est faite très rapidement maîtriser par l'homme qui était donc sa victime. Et au moment où elle allait se faire tirer dessus, une autre personne dans le costume du graveur a fait son apparition, tuant l'homme de manière extrêmement sauvage, avant que Jade s'évanouisse. Quand elle s'est réveillée, elle était dans un repère, similaire à celui du graveur, néanmoins plus élaboré, avec le fameux homme en costume du graveur toujours masqué. Elle reprit alors quelque peu ses esprits et lui demanda qui il était. Elle pensait au début que c'était tout simplement un imitateur de son père. Et à cette réponse, il enleva son masque. Et là, elle se retrouva dans l'incompréhension totale, puisque cet homme, c'était Ryder. Pourquoi il était censé être mort 20 ans auparavant. Nous n'avons plus aucune trace de lui depuis 20 ans. Comment se fait-il qu'il ait pu survivre et surtout se cacher? Et là, nous avons un exemple concret de son intelligence. Ryder avait tout planifié depuis le début. Le moment où il a remis son masque juste avant de se prendre une balle dans la tête était non pas symbolique mais protecteur. Tout simplement parce que dans le masque, il y avait de la fibre par balle, mélangée à des capsules de faux sang. Donc l'effet était donné. Et au moment où Joe a lancé les bombes, il a eu le temps de s'échapper et ensuite de quitter l'état dans lequel nous on vivait et de se cacher pendant ces 20 dernières années. Il comptait faire son apparition au moment où sa fille allait vouloir reprendre les volontés de son père. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable qu'il ait pu survivre à ça. Ça prouve vraiment qu'il est très intelligent. Vraiment, vraiment pas beaucoup de personnes n'auraient pu survivre à ça finalement. Et vous comprenez au final qu'il y avait des incohérences, notamment le fait qu'il ait laissé un héritage à sa fille alors qu'il était mort avant que lui connaisse l'existence de ces filles-là. Et on aurait pu facilement deviner si on avait été pensé un peu plus sur la question que Ryder était vivant. Néanmoins, c'était trop tard. Et les deux ont commencé à construire un héritage où ils tuaient ensemble. Néanmoins, cela s'est un peu détérioré au moment où Jade a commencé quelque peu à mal tourner, car elle n'avait pas le même esprit que Ryder, et elle commença à tuer des innocents. Ryder au début n'en savait rien, mais il a fini par s'en rendre compte et lui a donc demandé des explications. Et là, elle a rompu définitivement le lien, préférant marcher seule. Elle a commencé à tuer énormément d'innocents de manière très sordide, des gens qui n'avaient rien demandé, sous l'apparence du grabeur. Vraiment, voilà. Et un soir, elle a voulu commettre l'irréparable, tuer sa propre mère. Elle se rendit chez elle, habillée comme à la façon que le grabeur s'habillait, et tenta de la tuer. Pas de chance, sa mère réagit en premier et lui tira 2 balles dans la poitrine en pensant que c'était Ryder, et non pas sa fille. Au moment où elle a entendu son cri, elle l'a reconnu tout de suite. Et quand elle s'était rendue compte qu'elle venait de tuer sa fille, elle était non pas dévastée, mais dans une colère noire contre Ryder, car elle était persuadée que c'était lui qui avait monté ça. Ryder était présent, car il avait suivi sa fille pour essayer de l'en empêcher. Néanmoins, c'était trop tard. Il se rendit donc à l'intérieur de la maison, et elle l'intercepta directement, et s'ensuit un combat extrême entre Ryder et la brigadière Palovac. Ryder finit par être maîtrisé, et elle a pu le neutraliser. Néanmoins, sa mort est quand même particulière. Pourquoi? Parce que au moment où elle l'a neutralisé, et donc que lui était en incapacité de se défendre, elle lui a demandé des explications. Il lui a raconté tout en détail. Tout. Du début à la fin. Et que Jade a agi par ses propres choix et que lui n'y était absolument pour rien. Et il lui a encore lancé un jeu. Il lui a dit qu'elle pouvait mettre fin à sa vie si elle le souhaitait et que ça finalement n'encourait aucune conséquence dans sa vie future, ou alors de pardonner Ryder pour ce qu'il avait fait
et de le laisser s'échapper ou, dans le pire des cas, de le livrer à la police. Et là, elle l'a pardonné. Elle l'a pardonné, mais elle lui a dit après qu'il fallait que ça s'arrête. Et que c'est ce soir qu'il fallait que ça s'arrête. Elle lui a donc tranché la gorge. Et juste avant qu'il meure, il lui a dit ceci. Le mal ne meurt pas, il change juste de forme. Jamais cela ne s'arrêtera. Et ensuite, il est décédé. Elle étant dévastée, a pris 3 bidons d'essence, a imbibé la maison de cette substance, s'en est renversé également sur elle et a fait brûler la maison, tuant Ryder, la maison et elle également. Cette histoire se termine à l'enterrement de Ryder, où Joe, donc son meilleur ami qui lui avait tiré une balle 20 ans auparavant, y était. Je n'y étais pas, j'étais en déplacement professionnel. Tout ce que je sais, c'est que Joe, après l'enterrement, a marché sur quelque chose. C'était un masque du graveur, avec le fameux post-it Now It's Your Turn. Depuis, plus aucune trace de Joe n'est disponible. Et des meurtres du graveur ont commencé à réapparaître. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé. Ryder est mort. Ça, c'est avéré. Le légiste qui l'a autopsié a même pris des photos, etc. Vraiment, c'est avéré à 100%. Vraiment. Mais, donc Joe a pris sa relève, comme vous avez pu le comprendre. Et il y aura toujours des successeurs, simplement parce que Ryder avait une capacité à étudier le comportement humain qui était quand même très impressionnante. C'est-à-dire qu'après Joe, il va y avoir quelqu'un d'autre, et encore quelqu'un d'autre, et encore quelqu'un d'autre. Et cela sera sans fin, tant qu'on ne mettra pas définitivement fin aux actions de ces personnes. Mais encore aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé le moyen. Néanmoins, une chose est disponible à propos du grabeur. Une vidéo. Une vidéo qui a été prise par une de ses victimes, juste avant qu'il lui porte le coup de grâce. Cette vidéo, je suis en mesure de vous la montrer aujourd'hui. Néanmoins, attention, la vidéo est très graphique et nous pouvons entendre les perçants cris de cette personne se faisant tuer par le graveur. Donc nous n'avons pas pu déterminer qui était-ce, mais c'était forcément Jade ou Skull, étant donné que Joe n'était pas encore dans cette affaire à ce moment-là. Mais nous n'avons pas pu déterminer lequel des deux c'était. Pour moi, c'est Ryder, vu sa capacité. Voici la vidéo, je préviens aux âmes sensibles de tout simplement zapper ce passage et ensuite nous allons pouvoir passer à la conclusion. Voici la vidéo. What the fuck? Ah! 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 Oui, c'est horrible. C'est horrible, mais en même temps, on ne peut pas avoir vraiment d'empathie pour la personne sur la vidéo, du moins la victime, étant donné que, vu que c'est une victime, nous savons ce qu'il avait commis. Et c'est pas beau, je vais pas vous donner les détails, mais voilà, c'était un criminel sexuel, en gros. Bon, maintenant vous savez tout à propos du grabeur. Je peux pas tant vous dire d'autres choses plus parce qu'une nouvelle enquête est en cours, donc cette fois-ci sur Joe. Et j'essaierai de vous donner des informations si nous arrivons à mettre définitivement fin aux actions du grabeur. Car même si Ryder est mort, le grabeur vivra toujours à travers d'autres personnes. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Si vous avez d'autres informations à propos du grabeur, n'hésitez pas à me le dire. Non, ça pourrait peut-être faire avancer l'enquête. Et j'espère que ce témoignage sera lu par pas mal de personnes. Merci de m'avoir écouté. Merci pour tout. C'était l'agent Peterson. Au revoir. Bon, bah voilà. Hein. Petite histoire pas sympa du tout. Hein. On me l'a envoyé. Donc c'est une histoire donc américaine. On me l'a envoyé. Et je tiens à vous préciser tout de suite, cette histoire n'est pas fake, c'est une vraie histoire. Et le graveur existe toujours bel et bien. Néanmoins,
c'est quand même vraiment poussé, quoi, parce que son côté très réaliste, en fait, peut difficilement faire croire que c'est fake, et il y a toutes les preuves qui indiquent que c'est vrai, au final. Bon, on n'est pas sûr à 100%, parce que j'ai pas pu rencontrer l'agent Peterson, mais pour moi, c'est réel. Bref, histoire pas cool du tout, très triste pour Ryder et pour le reste de sa famille. J'ai beaucoup aimé lire cette histoire et je voulais vous la partager, vous la traduire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à faire tout ce que vous avez à faire pour me soutenir, ça ferait extrêmement plaisir. Vu que je préparais cette vidéo déjà depuis un petit bout de temps, donc j'espère que celle-ci aura du succès. D'autres vidéos arrivent, hein, notamment la vidéo sur Billy the Puppet qui, je m'en excuse, va être retardée certainement d'une semaine ou deux parce que il me reste quelques modifications à faire, notamment sur son support. Donc voilà, je suis désolé, mais c'est comme ça. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Siol, portez-vous bien. Et faites attention, le grabbeur rôde peut-être autour de vous.